Bienvenue sur Géopolitis. C'est le grand retour du charbon. Et ce n'est pas une bonne nouvelle car le charbon, c'est le combustible fossile le plus salissant et le plus polluant qui soit. Il est responsable de 44% des émissions de CO2 dans le monde. Mais le charbon, c'est aussi la source de 41% de la production d'électricité sur la planète et près de 70% de la production d'acier. Bref, le charbon revient parce qu'il est indispensable au fonctionnement actuel de nos économies énergétiques en pleine phase de transition. On peut parler tout de suite de la seule zone mondiale où le charbon est en déclin, c'est les États-Unis, où le charbon, en gros, a dû laisser en tout cas la première place au gaz de schiste. Partout ailleurs, en Chine, en Inde, mais aussi en Europe, la consommation de charbon augmente. Géopolitis s'interroge sur les causes de ce retour du roi charbon et surtout sur ce que cela veut dire en termes d'inévitable pollution. Une catastrophe, oui, tous les experts le disent, et notamment l'Institut américain de la santé qui affirme ceci: le charbon est à l'origine de près de 2 millions de morts sur Terre tous les ans, essentiellement suite à des malaises respiratoires. Le charbon, actuellement, c'est la source d'énergie qui tue le plus, qui tue ceux qui doivent respirer la pollution d'un air chargé en émissions de CO2 et qui tue aussi ceux qui doivent extraire ce combustible fossile. On a encore en mémoire les photos et les vidéos des fameuses gueules noires, ces mineurs associés à la révolution industrielle du 19e siècle. Mais le passé, c'est le passé. Et le présent, ce qui nous intéresse, eh bien le présent, c'est par exemple en Allemagne, ce site très controversé écologiquement parlant et qui est d'ailleurs le plus grand gisement de lignite d'Europe. Voici Garzweiler, le plus grand gisement de lignite d'Europe, le charbon brun, dont l'exploitation provoque des dégâts irréversibles sur l'environnement. Des études ont prouvé que les nappes phréatiques seront polluées pendant 1000 ans à cause de la mine. Ce qui se passe ici est une exploitation abusive de la nature et de ses ressources. Une catastrophe écologique sur toute la ligne, car le charbon brun est ensuite brûlé dans des centrales électriques ultra polluantes. L'année prochaine, à lui seul, l'Empire chinois consommera plus de la moitié de ce combustible charbon. L'Inde, pour sa part, dans une quinzaine d'années, sera devenue le premier importateur mondial. On a calculé que dans les 20 ans qui viennent, la Chine et l'Inde vont construire des centrales thermiques au charbon qui produiront autant d'énergie que 3000 réacteurs nucléaires. Or, justement, à la différence d'une centrale nucléaire, une centrale thermique, c'est tout de même plus facile à construire, ce n'est pas cher, ce n'est pas dangereux et cela ne nécessite pas une technologie de haute précision. On se résume. Actuellement, la première place dans la production énergétique mondiale, c'est globalement le pétrole, avec 32% de la production. La deuxième place, nous y voilà, c'est le charbon et en troisième rang, on trouve le gaz. D'ici 2017, dans 3 ans, c'est demain, à la première place, au lieu du pétrole, on trouvera le charbon, toujours suivi en 3e position seulement par le gaz. Avec le charbon, on le sait, la pollution augmentera. Comme l'a dit l'ONU dans un tout récent rapport, oui, la société a largement bénéficié du développement de l'industrie grâce au charbon, mais aujourd'hui, les coûts du charbon sont décidément trop élevés et pour la santé humaine et pour l'environnement. C'est une réalité. Sur le territoire européen, les plus grands gisements de charbon se trouvent en Pologne. Et en Pologne, précisément, le charbon couvre aujourd'hui 95% des besoins énergétiques du pays. Voici la centrale thermique de Belchatów, avec ses cheminées aussi hautes que la Tour Eiffel. 30 millions de tonnes de CO2 produites par an, un record, un mastodonte qui produit à lui seul 20% de l'électricité de la nation. À l'heure où l'Europe tente de faire figure de bon élève en matière d'énergie renouvelable, la Pologne, elle, continue à créer des complexes tels que celui-ci. Situation assez paradoxale, c'est à Varsovie qu'on a accueilli en novembre dernier la conférence annuelle de l'ONU sur le climat, conférence visant à limiter drastiquement les gaz à effet de serre. Quant à l'Allemagne, son destin a pris un virage à 180 degrés avec la décision de Mme Merkel de faire fermer les centrales nucléaires de son pays. C'était bien sûr à la suite de la catastrophe de Fukushima. L'Allemagne retourne donc au charbon
alors qu'on pensait que ce revirement sur le nucléaire allait bénéficier au combustible gaz. De fait, les centrales à gaz, aujourd'hui, perdent de l'argent et c'est le charbon qui revient en force, disponible, moins cher et d'autant moins coûteux qu'il est abondant. Il est passé de 110 à 85 $ la tonne en moins de 2 ans. C'est la guerre, enfin une guerre énergétique entre ces deux immenses pays qui ont des besoins en énergie tout aussi gigantesques. On dit en Chine que le charbon, c'est la Chine. Le pays en tire les 2/3 de son énergie, ce qui veut dire que derrière l'étiquette « Made in China » de tout produit vendu dans le monde, il y a presque toujours du charbon. La Chine produit 3600 millions de tonnes par an, soit 45% de la production mondiale. Il y a 40 ans, elle en produisait à peine 10%. Et c'est parce que le pays a besoin de l'assurance de toujours trouver et extraire du charbon qu'une concurrence parfois violente s'est fait jour avec l'autre empire, celui de l'Inde, qui sera d'ici 4 ans le 2e consommateur mondial de charbon, derrière la Chine, oui, mais devant les États-Unis. C'est l'image d'un charbon propre tel que veulent le promouvoir les industriels du secteur. Ils en ont fait état lors de leur réunion à Varsovie, un congrès organisé en parallèle avec la conférence onusienne sur le climat. À l'heure actuelle, la seule perspective d'un charbon vraiment propre, moins polluant, c'est la technologie de la capture et du stockage du carbone. Pour faire simple, le but est de capter le CO2 qui sort des fumées des centrales, de le conserver puis de le stocker en sous-sol. Tout cela dans le but de diminuer au maximum l'impact de l'effet de serre. Mais tout cela nécessite un surcroît, un surcoût d'énergie pour faire fonctionner ce processus de captage. Pour le moment, un tel processus n'est pas rentable économiquement parlant. L'invité de Géopolitis, Pierre Veillard, rédacteur en chef du journal Le Temps et par ailleurs spécialiste des questions énergétiques. Vous vous êtes beaucoup penché sur la transition énergétique. Alors, ce retour du charbon, bon, il est là. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter outre mesure? Oui, il faut s'en inquiéter dans la mesure où le charbon est une énergie primaire extrêmement polluante. On peut dire qu'actuellement, 3/5 des émissions de CO2 dans l'énergie sont liées au charbon et à l'augmentation de sa part énergétique, qui est une surprise. On aurait dû assister à une lente diminution du charbon et au contraire, le charbon reprend toute sa vigueur, en particulier en Asie, mais même en Allemagne, pays qui a décidé d'abandonner le nucléaire, qui développe les énergies renouvelables, mais qui, dans cette phase de transition, recourt au charbon parce que c'est l'énergie la moins chère. Autrement dit, le scénario actuel n'est pas du tout celui qu'on avait pu pressentir. Non. On s'est trompé. On s'est trompé et surtout, c'est un scénario extrêmement menaçant parce que si on prend les scénarios pour le réchauffement climatique, l'augmentation de la part du charbon nous met alors clairement hors des limites qu'on s'était fixées dans les grandes conférences internationales et nous prenons un risque climatique pour les 50 ou 100 prochaines années. Mais ça, on a l'impression qu'on s'en soucie très peu, voire pas du tout. Vous avez raison, la crise a fait qu'on se préoccupe beaucoup moins actuellement du climat qu'avant la crise, mais je pense que cette préoccupation va revenir. Pourquoi? Parce que le charbon et la pollution qu'il entraîne est relativement lourde et très visible. Vous vous souvenez peut-être qu'on parlait beaucoup du smog de Londres. Oui. Eh bien maintenant, il y a un smog à Pékin, il y a un smog à Shanghai, il y a des villes chinoises qui deviennent... et ça, c'est le charbon derrière? Et c'est le charbon, c'est clairement le charbon. Et si vous regardez l'Asie, au-dessus de l'Asie, les images satellites, vous allez voir un grand nuage noir ou brun, c'est le charbon. Ce sont les particules du charbon qui sont dans l'atmosphère. Et en plus, ça voyage. Et ça voyage. Et vous avez la Californie, par exemple, vous savez, qui est un État américain extrêmement avancé en point de vue de l'environnement, qui se plaint de plus en plus des retombées du charbon qui viennent de Chine, notamment la radioactivité. À travers l'océan? À travers l'océan, notamment de la radioactivité, du mercure qu'on retrouve notamment dans les vignes californiennes. Dites-nous ça, dans les vignes californiennes, on retrouve des traces du charbon qui vient d'Asie et notamment de Chine. Et notamment de Chine et d'Inde. Bon, alors ça, on le constate, on le sait, on voit bien qu'on en parle très très peu. Pourquoi? Nécessité fait loi? L'industrie oblige. Vous savez que l'énergie est le seul secteur économique qui n'est pas régulé par l'OMC. Et c'est le seul secteur économique où les États sont totalement souverains en matière de prix.
Pourquoi c'est pas régulé à l'OMC? Parce que personne n'a voulu mettre ce chapitre. Parce que personne n'a jamais voulu qu'on touche à l'énergie. C'est trop stratégique, c'est trop sensible, y compris bien sûr. C'est trop national presque. Notamment les États-Unis, notamment les pays industrialisés à l'époque, et surtout pas maintenant les pays en voie de développement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que le scénario n'est pas celui qu'on avait imaginé. Qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Le gaz comme solution de transition? Pourquoi ça n'a pas marché? Alors clairement, le gaz est l'énergie de transition du XXIe siècle parce que le gaz est relativement abondant et on découvre maintenant des gisements de gaz de schiste qui sont mieux répartis sur la planète, donc les problèmes géopolitiques diminuent. Mais le problème, c'est que le prix du gaz est trop élevé par rapport au prix du charbon. Et il faudrait rendre le charbon plus cher, et cela par des instruments économiques, notamment une taxe CO2. Mais alors on nous dit qu'il est de moins en moins cher, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il arrive même en Europe. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Alors la tendance d'un gaz relativement bon marché est là pour les, disons, 15 prochaines années. Mais pas tout de suite. Mais pas tout de suite. Et ensuite, le gaz devrait remonter dans les prix, c'est clair. À terme, le gaz va dépasser le charbon, arriver au niveau du pétrole ou pas du tout? Alors, le gaz est en train déjà de déplacer le pétrole, il prend la place du pétrole et il va, c'est clair, déplacer le charbon dans les 20 ou 30 prochaines années. Maintenant, à quel rythme? Ça dépendra des prix et de l'évolution démographique et économique. Les États-Unis, on l'a vu, clairement, c'est le gaz de schiste. Au point d'ailleurs qu'ils ont un charbon abondant, moins cher qu'ils exportent. Alors, c'est le paradoxe. Les États-Unis utilisent beaucoup de charbon pour faire leur électricité. Mais actuellement, il y a beaucoup de centrales à charbon aux États-Unis qui sont fermées parce que leur place a été prise par les centrales à gaz, qui sont beaucoup plus propres. Oui. Et le prix du gaz est très bas aux États-Unis grâce au gaz de schiste. Et le paradoxe, c'est que les États-Unis exportent du charbon, notamment en Allemagne, ce qui est une assez grosse surprise. C'est assez incroyable. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser, Pierre Veillat, du discours selon lequel on peut faire du charbon propre? On se moque de nous ou pas? Non, c'est vrai que le charbon propre, c'est peut-être un slogan, mais on peut améliorer considérablement la combustion du charbon, notamment par des nouvelles centrales à charbon, ce que font notamment les Chinois. Ils installent des nouvelles usines qui sont quand même beaucoup plus propres que les anciennes héritées de l'ère soviétique. Ah donc, si on fait quelque chose de neuf, oui, on peut faire un effort. Là ça améliore. Mais les infrastructures d'avant, c'est fini, on ne peut rien faire. Tout à fait. Ensuite, c'est le cas de la Pologne, non? Voilà, c'est le cas de la Pologne, qui a de très mauvaises installations, mais qui, dans les nouveaux projets, évidemment, ont des centrales beaucoup plus performantes. On peut améliorer déjà l'efficacité des centrales existantes. Et puis, il y a des techniques de captation du CO2. Donc, on séquestre ce CO2, on lave en quelque sorte les fumées, et ce CO2, on peut le remettre sous le sol. Là, on a une amélioration considérable de la situation, mais c'est beaucoup plus cher. Ça double le prix pratiquement d'exploitation du charbon. Il y a une autre technique dont on parle de plus en plus, c'est la liquéfaction du charbon et sa gazéification. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais plutôt que de sortir de terre le charbon, on le brûle sous terre, on le transforme en un gaz synthétique et on brûle ce gaz synthétique. Et donc, on échappe au problème du CO2. Bon, ça, c'est des solutions pour demain. Actuellement, on fait avec ce qu'on a, avec ce charbon. Actuellement, on en a pour quoi? 15 ans, 20 ans? Du charbon? Du charbon. On a des réserves d'à peu près 200 ans de charbon. On va quand même pas rouvrir des mines en France ou ailleurs. Alors, il y a des gens qui ont des investisseurs qui se posent la question s'il ne faut pas rouvrir des mines. Je ne pense pas en Europe parce que l'exploitation du charbon en Europe est très profonde et a toujours été très chère et très coûteuse. C'est pour dire que Mme Thatcher avait fermé les mines anglaises. En revanche, on va sans doute exploiter le gaz de schiste en Angleterre, peut-être en France si les lois changent. Si les lois changent. Merci Pierre Veillat. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du journal Le Temps et spécialiste des questions énergétiques. Merci à vous. Merci. C'était en 2004, il n'y a pas si longtemps, la fermeture de la toute dernière mine de charbon de France, le puits de la Houve à Creutzwald, dans le département de la Moselle. 600 mineurs descendaient pour la dernière fois au fond, très exactement à 900 mètres sous terre. On a peine à l'imaginer, mais en France, l'extraction du charbon, c'est 8 siècles d'histoire. Les premiers écrits qui témoignent d'une exploitation houillère datent de 1206. Ce premier site se trouvait dans le département de l'Hérault. Ce sera ensuite la région de Saint-Étienne qui produira ce charbon devenu une source essentielle d'énergie. Le 19e siècle lui devra son incroyable expansion et sa prospérité. Et, contrairement à ce que l'on croit, le dernier exploité en date des sites miniers, ce sera le bassin de Lorraine, tout juste après le Nord et le Pas-de-Calais. Et c'est cette dernière région qui servira de décor géographique, historique et surtout social au célèbre roman d'Émile Zola, Germinal. L'histoire dramatique du jeune Étienne Lantier qui va pousser les mineurs
à la révolte et à la grève en vue d'une société plus juste et plus égalitaire. Germinal, c'est fini, mais 140 ans plus tard, le charbon revient. Et cela, Émile Zola ne l'avait pas imaginé. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous pouvez réagir à cette émission et livrer vos commentaires. À votre disposition, toute une série de vidéos sur ce thème du charbon, des sites internet, des infographies et des archives. Comme toujours, vous avez la possibilité de podcaster cette émission de la RTS et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.